très intéressantes séquences évidemment à décrypter, notamment avec vous bien entendu, Général Paloméros, que les Russes aient été piégés par leur propre drone en fait. Donc le drone est pisté, on arrive à découvrir d'où il a décollé et donc on peut aller attaquer la base en question. C'est assez incroyable que ces données ne soient pas assez cryptées et facilement piratables quand même. Tout dépend du degré de sophistication que vous appliquez à ces drones. Si vous voulez, à partir du moment où vous voulez avoir des drones peu chers et relativement, qui sont dérivés du civil, vous ne pouvez pas leur appliquer des techniques ou des technologies militaires de chiffrement et autres. C'est vraiment un choix à faire. Soit vous faites dans le nombre et puis vous vous dites, voilà, c'est pas tellement la qualité elle-même intrinsèque du drone avec toutes ces sophistications et ça peut suffire effectivement. Ou alors vous rentrez dans des drones beaucoup plus complexes, des systèmes de drones où là vous voulez vraiment protéger. C'est ce qu'on fait, c'est ce que font les militaires dans les pays occidentaux, mais évidemment ça prend plus de temps, ça coûte plus cher. Et c'est plus sensible. Si vous en perdez, évidemment, c'est une perte qui est plus importante que de perdre des drones du commerce. Ouais. Là, ce qui est très intéressant, c'est cette aptitude, si vous voulez, de cette brigade et puis des forces ukrainiennes de bien utiliser ce qu'on appelle aujourd'hui l'espace, le cyberespace, en quelque sorte l'espace numérique, pour remonter l'information avec une analyse, effectivement, des chaînes de contrôle de drones, ce qui est assez facile parce qu'elles ne sont pas chiffrées, je suis d'accord. Et puis à partir de là, faire du ciblage, d'abord de la reconnaissance et du ciblage. C'est-à-dire que les drones, ce qu'ils permettent aujourd'hui, en particulier, c'est une accélération du cycle entre l'observation, le renseignement et l'action. Et d'autant plus qu'on est capable, comme c'est démontré dans cet exemple, de les armer, même de manière rustique, mais ça peut suffire contre des cibles faiblement défendues. Donc ça prouve le degré de connaissance et de maîtrise des Ukrainiens. Mais il ne faut pas se tromper, les Russes, eux aussi, travaillent là-dessus. Ils ont un passé assez glorieux et professionnel sur la guerre électronique. Et ils s'en servent beaucoup et ils troublent aussi beaucoup les opérations ukrainiennes. Il ne faut pas croire que ça marche que dans un sens. D'ailleurs, on en parlait la semaine dernière, Catherine. On disait que justement dans la guerre électronique et justement dans cette zone-là, au nord de la Crimée, les Russes avaient réussi à brouiller pas mal de fréquences pour protéger leurs bateaux tant qu'ils le pouvaient. Il y a ça. Et puis il y a autre chose qui est assez frappant aussi sur les images que nous montrait Nivine tout à l'heure, c'est qu'effectivement, ils sont bien cachés. Parce que si on ne voit pas cette petite antenne qui sort sur le côté, on ne peut pas se rendre compte, il n'y a pas un mouvement, il n'y a rien. Non, mais c'est pour ça que c'est d'autant plus intéressant cette opération des Ukrainiens, parce que ces derniers temps, d'ailleurs, The Economist avait fait un long papier à ce sujet. Les Alliés et les Ukrainiens, évidemment, étaient très inquiets des capacités russes concernant la guerre électronique, parce qu'ils avaient même réussi à détourner des tirs de HIMARS, qui sont évidemment ce qu'on fait de mieux dans ce domaine du côté américain. Donc si les Ukrainiens réussissent à reprendre un peu l'avantage. Alors bon, là c'est un exemple, mais il faut voir s'il y en aura d'autres. Ce sera très important parce que c'était vraiment un grand point d'inquiétude concernant les Ukrainiens et les Alliés qui avaient du mal à trouver la parade. Donc là, visiblement, si c'est le cas, c'est fondamental pour la suite de la guerre pour les Ukrainiens. C'est vrai que ça nous a interpellés ce matin, parce que quand on a trouvé cette image la semaine dernière, on a vu effectivement un site bombardé. Voilà, on a montré l'image, c'était un site bombardé. Puis ce matin, quand on a entendu cette histoire, on s'est dit, mais c'est la même image, c'est assez dingue. Olivier Weber, on parle souvent du général Hiver qui arrive, etc., qui va perturber évidemment les opérations. L'objectif, ça n'est pas de reprendre justement les difficultés que donne le général Hiver à son profit, c'est-à-dire essayer de rendre l'adversaire muet, sourd, aveugle? Oui, là je crois que sur l'opération qui est extraordinaire, sur le piratage de ce drone, c'est marginal au niveau de l'avantage militaire. Oui, bien sûr. Ça peut évidemment contribuer à avoir des gains dans la région de Kherson, etc., où les frappes sont très dures actuellement depuis quelques jours du côté russe. Moi j'étais pas très loin, donc sur la route d'Odessa. Mais simplement, il y a davantage un avantage, je dirais, politique pour les Ukrainiens. D'abord parce que ça c'est du côté russe, par les réseaux sociaux, par V-Contact, par Telegram, ça se propage du côté russe, de la population russe, et puis deuxièmement, bien sûr, pour la population ukrainienne. Alors, en revanche, ce que je peux vous dire, c'est que les Ukrainiens ont très peur de ce général Hiver. Pourquoi est-ce que les Russes actuellement accélèrent les frappes sur les centrales énergétiques, sur les systèmes de chauffage, sur les centrales électriques également. Et alors, il y a ces drones, il y a ces petits drones qu'on a vus,
Il y en a beaucoup plus que 1000 en fait. Ils en achètent beaucoup actuellement. Les Ukrainiens montent en gamme sur la fabrication locale, donc nationale de drones. Mais de l'autre côté, vous avez ce qu'on appelle les Shahed, en particulier les 135 et les 136, les Shahed de drones iraniens. J'en ai vu voler d'ailleurs la nuit à plusieurs reprises sur Odessa, avec des missiles russes également. C'est impressionnant. Les Ukrainiens appellent ça la tondeuse à gazon. C'est un bruit. Tondeuse à gazon, c'est un bruit. Donc on les entend, c'est vrai. Ça vole pas très très haut. C'est une envergure quand même de plusieurs mètres. Ça porte de 25 à 50 kilos. Et l'un est passé au-dessus de mon hôtel, je suis monté sur le toit et il y a eu d'ailleurs un déclenchement de la DCA à ce moment-là, donc des tirs de tous les côtés, j'ai encore la vidéo là, mais surtout tout d'un coup le drone était pris dans le faisceau lumineux. Il y a un système de captation automatique, le drone a été abattu un peu plus loin, ça a fait quand même beaucoup de dégâts, donc il y a les drones qui tapent au sol et les drones russes donc de fabrication iranienne qui explosent en vol. Mais ce que les Ukrainiens ils disent, nous on s'habitue à la guerre, en même temps on ne sait pas si demain on sera encore vivant, que ce soit Kharkiv, que ce soit Kiev qui était quand même frappé, et puis à Odessa, dans d'autres villes. Il y a cette sorte d'inquiétude qui est nouvelle, parce que l'an dernier, les Ukrainiens étaient davantage dos au mur, acculés, c'est un peu l'énergie du désespoir. Et là, c'est grosso modo, on est en train d'en payer quand même psychologiquement le prix, et bien sûr physiquement pour nos jeunes combattants. L'année dernière, ils ont abordé l'hiver en ayant libéré Kherson, et un hiver plus doux que celui qui s'annonce manifestement. C'est vrai, Maxime Lefebvre, que la population ukrainienne, elle a besoin aussi de coups d'éclat. C'est pas cette attaque-là qui va changer le cours de l'histoire. En revanche, les Ukrainiens ont sans doute besoin de se rassurer en se disant bon bah voilà, on arrive, on continue à avoir les moyens de combattre, quoi. Oui, je suis d'accord que c'est toujours bien pour je dirais pour les images, pour le moral de remporter ce type de succès, mais effectivement c'est pas ça qui va changer le cours de la guerre. Et c'est vrai que cet hiver qui est le deuxième intervient après l'échec de la contre-offensive. Donc c'est vrai qu'il y a une espèce d'usure, d'épuisement, il y a les morts, et donc c'est vrai que on se demande combien de temps ça va tenir. Plus les inquiétudes sur la livraison d'armes, etc. de la part des États-Unis. Donc l'hiver risque d'être long. L'hiver risque d'être long. Juste une question générale, Paloméros, puisqu'on parle de la météo. J'imagine que d'un point de vue, à l'état-major, des scénarios différents sont effectués à appliquer en fonction de la météo. Aujourd'hui, il pleut, donc je vais frapper à tel endroit. Aujourd'hui, le sol est gelé, donc je vais plutôt me poursuivre mes opérations de l'autre côté. Oui, vous avez raison d'assister. La météorologie dans l'art militaire, c'est un élément crucial. Hein, vraiment, il faut pas se tromper en la matière. Il ne faut pas surestimer ou sous-estimer l'influence des conditions météorologiques. Oui, bien sûr. Alors, les Ukrainiens, ils connaissent bien le terrain, évidemment. Ils sont chez eux. Ils ont cette aptitude, grâce aux armements occidentaux, à frapper dans la profondeur. Ça restera. Et surtout, ils sont moins sensibles, je pense, à la mauvaise météo que les Russes, grâce à la technologie. Mais il y a un élément qui perturbe vraiment, au-delà de la mobilité, évidemment, qui est affectée directement par la météo. Il y a le fait que on ne peut plus utiliser des moyens optiques, si vous voulez. Les images que vous voyez à l'instant, on ne pourra pas les utiliser si vraiment la météo est mauvaise. Et ça change un peu le cycle du commandement et du contrôle. Il faut utiliser d'autres méthodes. Et je reviens, ce faisant, sur la question du brouillage. En fait, pourquoi les Russes réussissent à détourner certains armements, comme ceux tirés par le HIMARS? C'est parce qu'ils brouillent en fait toutes les communications. Ils brouillent le système GPS, les systèmes de positionnement. Et beaucoup de systèmes d'armes sont fondés sur le GPS. Alors évidemment, nous, dans les pays les plus sophistiqués, on a réussi à créer des chaînes doubles avec ce qu'on appelle de l'inertie, qui vient supplier le GPS lorsque le GPS est défaillant. Mais ça aussi, c'est un élément très perturbant. Donc il va se passer des tas de choses, mais je rejoins quand même l'inquiétude qu'on peut avoir sur la résistance humaine des Ukrainiens et sur leur manque de réserve. Bien sûr, on y reviendra d'ailleurs tout à l'heure. Pour l'instant,